Allez, encore quelques secondes et puis on attaque. Un petit bonsoir à tout le monde et bonne année à ceux que l'on n'a pas vus. Hein. Tiens, t'es en train de me spoiler mon introduction là. C'est clair. Tiens, Voilà, moi j'avais envie de leur souhaiter. Je ne suis pas dans l'introduction, je participe à ce webinaire. Voilà. je vais te couper, je vais te couper ton micro. Comme ça, tu parleras plus. Allez, les 33. Allez, j'enchaîne. Bonsoir, bienvenue à ce second webinaire concernant les officiels. La commission des arbitres vous remercie d'être présent et vous souhaite une meilleure année. Je dis pas bonne année, je dis une meilleure année, parce que 2020 était très très compliqué. Donc une série de 5 webinaires. Le premier a été fait et animé de main de maître par Nicolas Maestre. Pour ceux qui n'ont pas participé, vous pouvez le voir en replay sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien sur le dernier mail que vous avez reçu. Donc deuxième webinaire consacré au briefing et au débriefing. Il en restera d'autres avec des thèmes sur lesquels vous avez des soucis. Ça sera la faute antisportive, le marché et le pas zéro et la mécanique, parce que beaucoup de retours sur ces thèmes. Donc on va vous proposer des webinaires sur ces thèmes. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que vous avez dû recevoir, on va faire des QCM en ligne, en direct. On va tenter. Je ne suis pas un expert en ça, mais on va tenter ça. Et ensuite, le vendredi, tous les vendredis jusqu'au 15 février, vous recevrez un petit mail avec un Google Forms avec des vidéos sur des thèmes bien définis. 5 vidéos sur lesquelles vous répondez. Voilà, nous, ça vous donnera des billes. Et vous, ça réveillera un peu vos yeux qui doivent être endormis de ne pas avoir du basket. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de l'intervenant, je le garde un peu sous le coude, il se présentera tout à l'heure. Je vais laisser la parole à la partie un peu politique de la commission des arbitres, c'est-à-dire aux élus, que je remercie d'être là, et je vais laisser la parole à David. Bien, bonsoir à tous. Pour ceux qui étaient présents au webinaire numéro 1, j'ai déjà fait les vœux, mais je vais recommencer pour ceux qui, au cas où qui étaient absents. Donc, je souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé pour cette année, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qui vient de s'écouler. Cette crise sanitaire nous a demandé d'être innovants dans notre formation, donc dans votre formation bien évidemment. Et tant mieux, puisqu'on est dans les orientations fixées du comité directeur du C31, puisqu'on doit être innovant parmi deux autres thèmes. L'organisation du stage initialement prévu le 24 janvier dans sa forme habituelle ne se fera pas pour cette année, puisqu'on n'aura pas l'occasion de se rencontrer. Par contre, l'offre de formation connue, comme le webinaire de la dernière fois et les suivantes seront votre formation continue. En plus, comme disait Charles, des QCM style Kahoot et autres. Je tenais à remercier, puisque c'est normal de le faire, Victor, qui est le président en charge, le responsable en charge de la formation continue, Charles pour l'organisation de ce webinaire, Anthony qui va effectivement participer et Ludo qui est mon bras droit sans conteste. Le principe de ce webinaire, comme la première fois, c'est qu'il y ait un échange, et, que ce soit participatif, que ce ne soit pas qu'Anthony ou que Charles qui interviennent sur ce webinaire. Il est fait pour vous, donc n'hésitez pas, bien au contraire, à participer via le chat ou la main levée sans problème. Merci pour votre implication et dans tous les cas, vous me verrez pour le webinaire numéro 3, dans tous les cas, au départ. Merci bien. Quelques petites indications pour passer un beau moment. On va vous demander de couper vos micros. Hop, voilà, il n'y a qu'Anthony qui va mettre son micro et moi pour interagir avec Anthony. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions à poser. Et donc là, quand vous aurez la main, quand je vous donnerai la main, vous pourrez ouvrir votre micro et poser votre question. Ensuite, vous pouvez intervenir avec ce qu'a dit David avec le chat. Donc, poser directement votre question, interagir entre vous, répondre, etc. Il faut vraiment que ça soit interactif. On ne veut pas que ça soit un lieu d'information complètement descendante. N'hésitez pas à nous faire à nous faire
des retours sur ce que vous avez pu vivre sur vos briefings, débriefings. Voilà. Je vais laisser la parole à Anthony, parce que je ne donne pas la parole à Ludovic. Anthony, c'est à toi. Merci Charles. Ce soir, on se retrouve pour parler de ce qui est briefing et débriefing. Autant dire le début de la rencontre et la fin de la rencontre. Pourquoi est-ce que je dis la rencontre? Parce que pour moi, l'arbitre, il n'est pas tout seul. Il a un collègue et il est avec une équipe d'OTM et de bénévoles du club. C'est pour ça qu'on parle d'avant-match et d'après-match. Alors, je vais mettre la présentation là. Voilà, alors comme l'a dit Charles, comme l'a dit David, vous pouvez poser vos questions dans le chat et Charles n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a des questions qui sont sur la slide sur laquelle je présente. Il y a les numéros en bas des slides, donc si jamais vous voulez poser une question après, je peux revenir sur les slides, il n'y a pas de souci. L'idée c'est que ce ne soit pas un monologue, on va faire une présentation et le but c'est d'échanger avec tout le monde. Alors, avant de vraiment entrer dans le dur du sujet, j'aimerais juste détailler un peu pour moi ce que c'est un briefing et debriefing et pourquoi je dis avant-après la rencontre. L'image que j'ai choisie pour moi, elle est forte en sens. C'est une équipe de rugby qui se réunit et ça, c'est avant un match, pendant l'échauffement. Les joueurs sont là pour faire du team building. Ils sont juste là pour se parler, se dire des choses qu'ils savent déjà, mais se les répéter et pour que ça crée un esprit d'équipe. Ils ne sont pas là pour répéter de la stratégie, ils sont juste là pour parler équipe. Et c'est très important, parce que quand on arrive dans un gymnase, on se sent souvent très seul, ou alors on connaît peut-être le collègue, ou éventuellement peut-être un OTM, parce qu'on l'a déjà croisé quelque part. On va passer 2 heures dans la salle, et on a besoin d'avoir des coéquipiers. On va donc compter sur son collègue, mais aussi sur les officiels de table de marque, et sur tous les bénévoles qui nous aident sur la rencontre. Pour moi, le briefing et le débriefing permettent de tisser un fil rouge. C'est un peu comme une toile d'araignée sur laquelle on va évoluer pendant toute la rencontre, éventuellement à la saison. Et on va rencontrer des gens qu'on risque de recroiser. C'est très bien que dans le département, on recroise souvent les mêmes têtes, les mêmes bénévoles, et il faut apprendre à les connaître. Juste apprendre à connaître un prénom, saluer correctement quelqu'un, ça peut faire beaucoup de choses. Quand on parle de briefing, on parle d'un moment privilégié avec des OTM, avec le collègue arbitre. Si on parle d'un moment privilégié, ça veut dire qu'il faut être dans un endroit où on n'est que entre nous. On a besoin de se retrouver entre nous pour se découvrir, pour se dire bonjour, pour se présenter. Il faut impérativement que ce soit à part et pas dans le gymnase. De préférence, le vestiaire, ça va très bien. Moi, en été, je fais des briefings dehors. Il fait beau et que c'est génial. En hiver, c'est un peu plus compliqué, mais on trouve toujours un clubhouse, on trouve toujours un endroit où on peut se retrouver et on n'a pas les joueurs, on n'a pas les coachs qui sont à côté de nous. L'idéal, c'est 30 minutes avant la rencontre. Comme ça, on a 10 minutes pour terminer la feuille de match et à 20 minutes avant, on est dans la salle et on est prêt pour le match. Le debriefing, c'est pareil. On va revenir en détail, mais il faut se mettre dans une bulle avec que l'équipe d'officiels. C'est le même tarif que pour le briefing, un endroit à part, un vestiaire, une salle, un clubhouse. Là-dessus, il n'y a pas de règles, hormis éviter absolument le terrain. Le briefing. Comment moi je vois le briefing et comment on aimerait que vous voyez le briefing, c'est que c'est pas un monologue. Il ne faut pas que ce soit un monologue du premier arbitre. Et il faut différencier 2 types de briefing. Il faut différencier le briefing avec l'équipe des officiels, dans laquelle on compte les OTM, les arbitres, les délégués au club, toutes les personnes qui peuvent interagir sur la rencontre. C'est un moment pendant lequel il faut se présenter, parce qu'on va passer 2 heures ensemble, autant que ce soit convivial, autant que ce soit plaisant. Et surtout, il faut casser la glace. Il faut impérativement arriver à créer un lien entre toutes ces personnes. Parce que plus c'est fluide, plus le match se passera bien. Et quand on se facilite une rencontre et qu'on on se met pas en difficulté avant même de commencer le match, on gagne beaucoup de points. Et quand on en aura besoin besoin de faire confiance à toute l'équipe, ou quand on a besoin d'être concentré et qu'on sait qu'on peut leur faire confiance, c'est lui d'en gagner.
Anthony, je te coupe, il y a une réaction, c'est Louise Oui. qui me met 30 minutes avant le match. C'est chaud, la plupart du temps, les membres de la table de marque ne sont pas encore disponibles ou même présents. Comment on Oui, peut... alors c'est un challenge. Quand je commençais en département, ça m'arrivait souvent d'arriver 45 minutes avant le match et que les marques arrivent 10 minutes avant le match et qu'on commence le match à l'arrache. En fait, je me suis rendu compte que si c'était moi qui étais proactif et qui allait voir les personnes dans le club et qui disait OK, la dernière fois, c'était José qui nous avait fait le chrono et c'était Marine qui nous avait fait les marques. Est-ce que c'est encore le cas? Qui va s'en occuper? Qui va nous accompagner? Est-ce qu'on peut nous montrer les vestiaires, etc. Quand on est proactif, les gens ont tendance à répondre positivement à nos requêtes. Si on attend que ça se passe, les choses vont pas venir à nous. C'est vrai qu'il y a des clubs où malheureusement les bénévoles et l'encadrement fait que c'est compliqué d'être prêt 30 minutes avant pour se rencontrer. Mais déjà de rencontrer les gens et de dire voilà, je suis l'arbitre, on vient pour la rencontre, qui va être avec nous pendant la rencontre, où sont les vestiaires, qui va s'occuper de l'organisation, est-ce qu'il va y avoir une présentation, est-ce qu'on peut me présenter les coachs. Déjà en appuyant sur ces points-là, on peut se faciliter le travail et ça peut aussi engager la rencontre et la conversation et éventuellement entamer une espèce de briefing en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous rappeler réglementairement ce qu'il faut faire? Oui, réglementairement parlant, les coachs sont censés transmettre la liste des joueurs 40 minutes avant aux officiels de table de marque. C'est-à-dire que 40 minutes avant, il faut que tout le monde soit dans la salle pour préparer le match. 20 minutes avant, les arbitres doivent être présents dans l'enceinte du terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient visibles sur le terrain ou aux alentours du terrain. Et tu peux compléter, Charles, si j'oublie des éléments, mais dans les grandes lignes, il me semble que je suis pas trop mauvais. Non, ça va. Non, dans la réponse réglementaire, c'est s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que l'arbitre peut faire? C'est-à-dire s'il n'y a pas les OTM à 40 minutes, qu'est-ce qu'un arbitre peut faire? L'arbitre peut poser une réserve et peut, le cas échéant, demander au club de fournir les OTM. Mais si c'est pas le cas, on n'est pas tenu. Enfin, si les officiels sont pas présents pour le début de la rencontre, on pose une réserve et on n'est pas tenu de commencer la rencontre. Très bien. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué d'aller voir le président du club et dire 40 minutes avant, il n'y a personne, moi je suis pas censé commencer la rencontre. Il vaut mieux le tourner de façon différente, mais réglementairement, si l'organisation n'est pas en place et que vous ne pouvez pas faire votre travail correctement, vous êtes en droit de ne pas officier. Alors le message qui est important, c'est il y a le règlement, mais je préfère la première réponse d'Anthony, être proactif, dire voilà, j'arrive dans la salle 45 minutes avant, je salue, je questionne pour savoir qui sera dans l'équipe que je vais constituer, et voilà, tout va bien se passer. Peut-être que s'il y a des gens qui sont en retard, ils vont peut-être arriver plus vite pour que le match il commence à l'heure. Voilà, il faut que les rencontres commencent à l'heure. Tu peux continuer, Anthony. Ouais, je reprends. Du coup, j'ai très succinctement décrit le premier type de briefing, ce que j'appelle le briefing d'équipe. Ensuite, il y a le briefing des arbitres. Ça, c'est un petit temps, une tradition et un moment privilégié qu'on a avec le collègue pendant lequel on parle de nos situations, on se dit un petit peu ce qu'on a vécu pendant nos week-ends et on se met d'accord de comment on va arbitrer ensemble. Et ça, c'est important de l'avoir. Le meilleur moment pour le faire, c'est juste avant de s'échauffer ou en tout cas avant les 10 minutes avant le match. Comme ça, on est pile poil dans le timing où on doit être présent sur le terrain et on peut se parler, profiter de ce temps-là pour se mettre d'accord. La première chose, et c'est très important, tout à l'heure j'ai parlé de fil rouge, dans votre fil rouge, vous devez créer une communication et des signaux et des canaux avec votre équipe. Il faut parler avec le chronométreur, il faut parler avec l'officiel qui tient les marques, il faut aussi parler avec le responsable d'organisation, éventuellement, dans les temps qu'on a eu, le responsable Covid. Il y a des signaux très simples
le fonctionnement qu'on a l'habitude de dire, pouce, plaquette. Vous connaissez la chanson. L'idée, c'est pas de dire comment les OTM doivent fonctionner, mais c'est de se rappeler et juste de remémorer ce qu'on a l'habitude de faire. Si jamais quelqu'un n'est pas à l'aise et un peu stressé, pour une raison ou une autre, voilà, une journée est tendue, il arrive sur la rencontre s'il est en retard, et là, il ne sait plus trop ce qu'il doit faire, juste lui permettre de se rappeler et de vous remémorer ce qu'il a l'habitude de faire. Ce que j'aime bien faire quand je fais un briefing avec mes officiels, c'est tout simplement de me présenter et dire voilà, moi je vais officier, vous, qu'est-ce que vous faites? Présentez-vous, qu'est-ce que vous faites? Et on fait un tour de salle comme ça dure 5 minutes, on se présente, je fais le chrono. Vous connaissez le chrono? Oui, très bien. Tu fais la table? D'accord. Tu as l'habitude? Oui, très bien, etc. On se rassure, on se dit bonjour, on se présente. Et ensuite, on parle un petit peu de technique. Comment tu as l'habitude de fonctionner? Alors, moi, avec mon collègue, on fait tout le temps la table ensemble, on a l'habitude de fonctionner. Moi, je siffle, mais si jamais je m'oublie, des fois, c'est lui qui va siffler à ma place. Donc, si c'est pas la bonne personne qui siffle, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas eu le temps de siffler. C'est important de savoir ça parce que, en théorie, aujourd'hui, seule une personne est censée faire un signal sonore, c'est le chronomètre de tir, avec le buzzer pour éviter de souffler avec le sifflet. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, la personne elle est marre qu'à un sifflet électronique ou accès au buzzer, il peut aussi le faire. Donc il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on ne soit pas surpris de voir un retentissement ou quelque chose qui nous semble bizarre. Il faut qu'on soit au courant. Anthony, je vais te laisser un petit peu respirer. J'ai une question de Youssef, donc il revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, et il voudrait savoir, on fait quoi après avoir décidé de ne pas arbitrer pour la raison que tu as citée tout à l'heure? C'est-à-dire que tu mets la réserve, tu dis voilà, Ouais. moi je commence pas la rencontre. Donc lui, il voudrait savoir qu'est-ce qu'il fait après. La procédure à suivre. Ouais. En premier lieu, tu avertis ton répartiteur et ton responsable technique, Charles. Euh, Et je pense que le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de te mettre au vestiaire ou dans un endroit clos où personne ne viendra vous embêter. Tu te mets avec ton collègue, tu préviens tes responsables, ton répartiteur et ton conseil technique. Et si tu n'arrives pas à les avoir, le mieux c'est de réessayer. Mais globalement, eux sont disponibles. Si tu n'as pas de réponse, tu n'officies pas, tu rentres chez toi et ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. Il va falloir qu'on explique pourquoi est-ce qu'on a une réserve, pourquoi est-ce qu'on n'a pas officié. Mais globalement, le réflexe à avoir, c'est quand tu rencontres un souci sur une rencontre, tu as des questions à poser, rends compte à ta hiérarchie, entre guillemets, aux personnes à qui tu dois répondre. Donc ton conseil technique et ton répartiteur. Et si vraiment aucun d'eux ne te répond, tu peux essayer d'appeler un des formateurs du comité ou quelqu'un qui a pu voir dans l'encadrement et qui est susceptible de pouvoir t'aider. Typiquement, si tu sais que Ludo il arbitre pas, tu appelles Ludo. Tiens, super. Je te coupe. Ludo, il a levé la main, donc je vais le laisser parler. Ouais, juste pour un petit peu intervenir et puis effectivement soulager Anthony, si vous me permettez, 5 minutes. En fait, moi je pense qu'en département, ce qu'il faut, c'est d'abord de la prévention. Et que si tout le monde, tous les week-ends, fait de la prévention en disant écoutez, moi je veux qu'à telle heure, machin, j'arrive, quand ce sera mon collègue la semaine prochaine, lui aussi voudra certainement, quand il arrive, les tables soient prêtes. Et bien, à force de répéter, on arrivera peut-être à quelque chose de correct. À force de rien dire aux gens et puis de se dire bon, c'est une fatalité. Moi, quand j'arrive sur les rencontres de département, tout n'est pas prêt. Ben, on va se laisser faire, on va se laisser vivre. Et puis au final, on n'arrivera jamais à résoudre. Tandis que je pense qu'avant de partir dans du règlement pur, c'est clair qu'on a le droit, peut-être prendre du recul et se dire, bon, écoutez, je vais faire des avertissements à chaque fois tous les week-ends et puis essayer que ça s'améliore et puis que chacun le fasse. Et comme ça, on pourra changer les choses. Voilà, c'était juste pour dire, en département, effectivement, il faut se dire que c'est peut-être moins évident que nous en région, on a de la chance la plupart du temps. Ils sont là, c'est le centre à l'heure. Mais vous, en département, ce n'est pas le cas. Mais à force d'être répétitif sur la chose, en étant conciliant, bah, on arrivera à quelque chose de plus ou moins correct. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne intervention, merci. Ok. Oui, enfin,
pour étayer un tout petit peu ce que venait de dire Ludo, c'est vrai que si tout le monde joue le jeu et tient le même discours, les acteurs seront obligés de s'adapter. Ils n'auront pas le choix. Parce que si on le répète tous les week-ends, c'est comme cette fameuse histoire de la main, la main, la main. Ils ont bien compris qu'à force on répète, ils vont l'enlever. Donc il en est de même pour les briefings et tout ce qu'on attend des acteurs. On a vu, enfin je vous ai un petit peu expliqué comment je voyais la chose sur la communication. Tout ce qui est les signaux visuels, les signes, la plaquette, chrono. Vous avez aussi des informations capitales que les officiels doivent vous remonter. Vous devez juste en avoir connaissance. Typiquement, le nombre de joueurs, vérifier les licences. C'est bête, mais le nombre de fois où quand on vérifie les licences, on se rend compte que c'est le petit frère qui joue à la place du père. Ça marche pas. Il faut identifier toutes les personnes que vous avez dans la salle, savoir si vous avez des accompagnateurs sur le banc, des kinés peut-être, un head coach, ou si c'est juste la fille du coach et qu'elle est là. C'est bien de le savoir. Et tout ça, c'est bien souvent l'OTM qui s'occupe de l'IMAR qui vous le fait remonter, mais vous pouvez aider. Si vous voyez qu'il bloque dessus, c'est bien que tout le monde soit au courant et tout le monde a besoin d'avoir cette information. C'est aussi valable pour tout ce qui est technique. Vous avez des chronomètres, tous différents. Vous avez des Conval, vous avez des Baudet, et vous avez des marques qui n'existent même plus, mais qui sont encore présentes dans nos gymnases du département. Savoir si la personne qui va s'en occuper sait mettre du temps, sait en enlever. Si jamais il y a une coupure, est-ce qu'on a un petit chrono à main? Dans le cas où vous avez des chronomètres des tirs, c'est pas sûr que ça arrive souvent en département, mais c'est bien de le savoir. Si c'est couplé ou pas avec le chronomètre des tirs. Est-ce que, alors, je pose une question ouverte, on va voir si quelqu'un sait pourquoi on parle d'appareils couplés ou non couplés avec les chronomètres des tirs et le chronomètre du jeu. Charles, tu peux me dire si quelqu'un réagit? Il y a une réponse, il y a Thibaut Périchet, je crois que c'est ta famille, il dit non. Voilà. Il dit non. On va éclairer ensuite, alors. Non, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. De quoi? Pour votre information, comme ça vous le saurez, pour ceux qui un jour auront un chronomètre des tirs, vous avez deux versions de chronomètre des tirs. Vous avez des chronomètres des tirs qui sont couplés avec le chronomètre du jeu, ce qui veut dire que lorsque le chronométreur du jeu arrête le temps, le chronométreur des 24 a son temps arrêté. Ça a une importance parce que ça veut dire qu'ils doivent beaucoup communiquer ensemble pour être sûr que la possession soit bonne et que une erreur de chronomètre de jeu n'engendre pas une erreur sur le temps de possession. Dans le cas où ils ne sont pas couplés, vous n'avez pas cette problématique. Et vous avez une autre problématique, c'est que typiquement, en fin de quart-temps, s'il reste moins de 24 secondes et que le chronométreur des tirs recommence une période de 24 secondes alors qu'il reste par exemple 18 secondes à jouer, ça peut vous mettre en erreur, et vous induire en erreur et induire tout le monde en erreur. Donc ça veut dire que là, il faut aussi qu'ils communiquent. Voilà la petite subtilité. Et pour avoir eu plusieurs situations très litigieuses là-dessus, c'est important de le savoir et c'est important de briefer tout le monde au début du match parce qu'on a tendance à l'oublier. J'ai une question d'Antoine. Oui. Est-ce que si la réserve est posée, on peut reprendre le match? Si la réserve est posée, est-ce qu'on peut reprendre le match? Je pense que à partir du moment où tu es arrivé à un stade où tu as posé une réserve et tu as acté que parce que le club recevant n'était pas en mesure de tenir le match, il vaut mieux se dire ok, on a mis une réserve, on s'en va, fini, on a prévenu tout le monde, vous n'êtes pas capable de recevoir le match. Et avant d'en arriver là, il faut faire de la prévention. Comme l'a dit Ludo, on peut expliquer, on peut discuter, etc. Par contre, il faut faire remonter. Si jamais vous voyez qu'il y a un club dans lequel vous êtes arrivé, ils ont une heure de retard, ils ne sont pas capables de vous fournir ni les marques, ni les OTM, faites-le remonter. Et après, les cadres du comité feront le nécessaire auprès des clubs si jamais il y a des clubs où c'est récurrent. Je pense qu'il ne faut pas en arriver à ce niveau-là. Si vous en arrivez au moment où vous avez fait une réserve, c'est comme une décision. Vous avez pris une décision, il faut l'assumer et il faut la porter jusqu'au bout.
pas que j'ai répondu à la question. Antoine, est-ce que Anthony a répondu à ta question? Donc, si j'ai bien compris, Anthony a dit qu'il fallait donc qu'on fasse de la prévention et que donc au lieu, si ça m'arrive que j'ai un gros retard, vaut mieux donc d'abord que je vous fasse remonter. Par contre, si je reviens une deuxième fois au club et que là ils me refont le coup, là je pose réserve et je me casse. Ouais, dans les grandes lignes, oui. Mais oui, tu as compris l'idée. Ok, merci Anthony, tu as répondu à mes attentes. Très bien. Hop. Et ensuite, il y a Louise aussi qui a une question. Comment ça se passe si on a un changement de marqueur pendant la rencontre? Doit-on le Excellente mentionner question. dans l'e-mark? Putain, Louise, t'as que des excellentes questions. Très bonne question. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on changerait de marqueur? Pour ceux qui n'ont jamais eu le cas ou qui ne savaient pas, si jamais vous avez un officiel, que ce soit un marqueur, un chronométreur ou même un responsable de l'organisation qui pose problème ou qui n'est pas compatible avec la rencontre, qui a des propos déplacés ou qui vous handicape trop, vous avez le droit, et je dirais même le devoir, de vous en séparer, de demander au club recevant de vous en trouver un nouveau ou quelqu'un qui peut le remplacer. Si jamais ça arrive, vous le marquez en réserve et vous le faites figurer sur la feuille de match. Alors, je ne sais pas si au niveau administratif, on peut changer l'OTM en cours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre une réserve. Très bien, très bien. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Luna est partie se coucher, je crois. Ok. On passe au briefing arbitre. Qu'est-ce que j'appelle le briefing arbitre? C'est la petite discussion qu'on a l'habitude d'avoir avec le collègue pour, par exemple, partager ses pistes de travail, donner ses habitudes d'arbitrage, expliquer un petit peu sa vision de comment est-ce qu'on va le match, si on connaît les équipes. L'idée, c'est de se donner une ligne directrice et être d'accord sur ce qu'on va siffler. Souvent, ce qu'on regarde beaucoup chez les arbitres, c'est la cohérence, le fait qu'on soit sur le même ton. Souvent, il arrive que les arbitres ne soient pas exactement au même ton et ça crée un déséquilibre et ça se voit, ça se voit directement. Donc l'idée de ce petit échange, c'est de se mettre d'accord, de se mettre au même niveau et de se dire, ok, si jamais je suis trop haut, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire de redescendre un peu ou fais-moi un signe. On peut se mettre d'accord sur un signe, un petit tips. Ou si à l'inverse, si tu sens que je m'endors, n'hésite pas à me réveiller. Voilà, il faut communiquer et c'est le moment pour créer un lien et se dire voilà, au temps mort, on ne parle pas de oh on a été super décision, machin, non. Là, j'ai pas compris ton coup de sifflet. Juste avant, moi je le laisse jouer, toi tu le prends. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met d'accord? Est-ce qu'on se recalibre? C'est ce genre de discussion qu'il faut avoir 5 à 10 minutes avant le match. Éventuellement, si on a un peu de temps et si c'est pertinent, on peut aussi parler de situations ou d'expériences personnelles qu'on a déjà eues, des trucs un peu particuliers, mais qui finalement s'avèrent être utiles. Typiquement, le week-end dernier, le chronométreur du jeu, il ne comprenait pas le fait d'arrêter, de redémarrer le chrono, enfin, il se plantait complet, je l'ai changé, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Si jamais ça nous arrive, je sais comment gérer et on va faire comme ça. Voilà, c'est un exemple. Anthony, quelque chose de particulier, mais Youssef me pose une question. Si un des deux arbitres ne peut plus officier, que ce soit avant la rencontre ou au milieu de la rencontre, que faire? Le collègue, il est seul. Alors si c'est avant la rencontre, et que... alors il y a plusieurs situations, mais si c'est avant la rencontre, typiquement tu t'échauffes, bam, tu te claques un muscle. Si le collègue n'est pas un stagiaire, il peut officier seul s'il le souhaite. La procédure à suivre, c'est toujours la même chose. Si on rencontre un souci avant la rencontre, on prévient un répartiteur, on prévient le conseiller technique. Si éventuellement il y a un arbitre de présent dans la salle, qu'il est disponible ou qu'on a une solution, pareil, on appelle le répartiteur, on voit si lui, il ne peut pas trouver quelqu'un au dernier moment. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à la maison et qui a 20 minutes de route et en se dépêchant un peu, il peut peut-être sauver l'affaire. Sinon, globalement, si tu te blesses pendant le match et que tu ne peux plus officier, ton collègue lui doit terminer la rencontre.
Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer un match tout seul. Parce que mon collègue était trop en retard, donc j'ai commencé le match tout seul et il m'a rejoint au début du deuxième quart-temps. Bon, tout le monde s'en fout, donc on peut continuer. Pendant votre briefing arbitre, ce qu'il est intéressant à se dire, alors je ne dis pas que tous les points qui sont présents sur ce slide doivent être abordés, mais typiquement, comment est-ce qu'on communique avec un coach si on prévient, avec un joueur? Si on doit se faire passer une info pendant le match, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait des signes? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se fait un clin d'œil? Comment est-ce qu'on communique ensemble pendant la rencontre? Il y a des points que j'ai abordés sur la slide de juste avant, mais typiquement, comment est-ce qu'on partage la zone 3-4? On l'a tous vu sur le sujet de la mécanique, vous l'approfondirez sur un autre webinaire, mais il y a des termes, des repères à se donner. Comment on fonctionne si on fait un double coup de sifflet? Il faut impérativement qu'on se croise. Où est-ce qu'on se croise? Est-ce qu'on se donne un temps pour réfléchir, ou comment est-ce qu'on se croise? Comment est-ce qu'on fait? Ce sont des choses à aborder au début d'un match. Aucun observateur, aucun tuteur ne vous reprochera d'avoir pris une décision si vous avez dit et si vous assumez que dès le début du match, vous avez dit on va fonctionner comme ça. Donc ça reste dans la logique et dans ce qu'on vous transmet, mais globalement c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il y a une question pour moi. Comment on communique quand son collègue arrive en cours de jeu? On communique dans l'intervalle. Voilà. Donc on a 2 minutes pour communiquer avec son collègue. Et ensuite, on fait un briefing avec son collègue plutôt à la mi-temps. Voilà. Parce que le match, il dure et voilà. On fait un peu le pompier sur le premier quart-temps avec les joueurs. Et voilà. Donc c'est un mini briefing. Pour répondre à ta question, Antoine. On a fini le bout sur les briefings, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va attaquer le côté un petit peu débriefing et l'intérêt de débriefer. Il y a d'autres questions ou pas, Charles? Non, tu peux enchaîner, Anthony. Ouais, alors j'enchaîne. Le débriefing, je vais être un peu plus rapide que sur le briefing parce que c'est un petit peu différent. L'idée du débriefing, c'est de se retrouver entre officiels. Alors, pas obligé d'inviter le responsable d'organisation, le responsable Covid, le machin. Et vous n'êtes pas non plus obligé de demander aux OTM de rester. Si vous avez eu aucun souci sur le match, tout s'est très bien passé, merci, au revoir. Et on débriefe avec le collègue. L'idée, c'est de récupérer, de se remémorer tout ce qu'on a vécu pendant la rencontre. Et quelle que soit la rencontre, on a toujours des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. C'est se les remémorer, en discuter. Si on a des questions à poser aux collègues, c'est le moment. Typiquement, voilà, on a eu un double coup de sifflet, on ne s'est pas croisé, tu as pris le dessus. Est-ce que c'est parce que tu m'as pas vu? Est-ce que c'est parce que tu m'as pas entendu? Ou est-ce que c'est parce que tu étais sûr de ton coup de sifflet et il fallait absolument que tu prennes ta décision? Moi, ça m'est arrivé sur des débriefings, typiquement dans un match. J'étais en total désaccord sur des décisions avec mon collègue. Je vais dire, écoute, là, j'étais clairement pas d'accord avec toi. Tu es venu siffler dans ma zone, j'ai pas compris pourquoi. Et le mec dit, ah, mais non, pour moi, c'était dans ma zone, c'était à moi de prendre, etc. Et en fait, en discutant, je me rends compte qu'on n'avait pas du tout, durant le briefing, abordé le fait des jonctions de zone. Et que pour mon collègue qui était un petit peu plus ancien que moi, il appliquait le chez toi, chez moi, mais à l'ancienne, où bon, c'est un autre monde. C'est un peu le monde des shérifs et tu avais l'étoile, c'est toi qui tirais. Donc au final, je me suis rendu compte que parce qu'on n'a pas communiqué avant, mon match s'est pas bien passé. Du coup, maintenant, j'en parle. Je dis voilà, comment tu portes ta zone, comment tu fais la jonction 3-4. Si jamais il y a une zone presse, est-ce que tu restes, est-ce que tu te barres, comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne? C'est à ce moment-là qu'il faut se rendre compte des choses pour revenir sur les situations de rencontre et progresser. C'est là où on se dit, ok, là j'ai pas été bon, là j'ai été bon, et revenir sur ce qu'on s'est fixé au début de la rencontre. Si on a dit, on veut aucun double coup de sifflet, et qu'on en a fait 5 dans le match, c'est qu'on n'a pas été bon. Je ferme un peu la parenthèse. Ça sert aussi à faire une analyse à chaud. Et là, il faut être vigilant. Je mets un petit bémol là-dessus. C'est que souvent, quand on est frustré, on a tendance à dire des choses un peu méchantes ou vexantes. Il faut se maîtriser un petit peu et réfléchir à ce qu'on va dire.
Et parce que se dire au revoir en s'engueulant, c'est pas la meilleure des solutions. Je vais conclure avec ces trois petites phrases. L'avant et l'après rencontre, ça sert à faire en sorte que la rencontre se passe le mieux possible. Si on communique avant et qu'on enlève des peut-être que ou des ah ouais mais d'habitude on fait comme ça et qu'on le dit, on se simplifie la rencontre. Si on a une équipe et qu'on peut faire confiance à tout le monde dans l'équipe, pareil, on se facilite la rencontre et quand on va avoir besoin d'être concentré sur autre chose et qu'on peut se fier aux officiels parce qu'on sait qu'ils ont tenu toute la rencontre, c'est génial. Le match, c'est trop cool. Quand vous êtes sur le feu, sur le terrain et que les OTM ils vous suivent, ils vous filent un coup de pouce, c'est génial. Et en plus, vous serez certainement en mesure d'exploiter le plein potentiel des acteurs du jeu et de ne pas influencer ce qui va se passer pendant la rencontre. Et ça, c'est le plus important. Ok, je pense que Ludo veut rebondir parce qu'il a levé la main, donc je lui laisse la parole. Ouais, juste une petite réaction par rapport à ce que nous a présenté Anto. Moi, je trouve que sur le briefing, effectivement, c'est fédéré et surtout fluidifier le jeu. Ensuite, je pense que tes phrases sont très bien dites. Et le débriefing, pour moi, c'est avant tout se résumer et voir si on a mis en application ce qu'on s'est dit au briefing. Parce que voilà, le débriefing, c'est surtout avant de dire c'est toi qui n'as pas été bon là ou machin. Certes, c'est un constat, mais ce constat, il faut qu'il serve à s'améliorer. Avant tout, je pense que le débriefing, moi, je le prends comme une leçon, une correction. Et derrière, pour rebondir la fois d'après. Voilà, je trouve que c'est très important le briefing parce qu'on met un cadre, on sert à fluidifier le jeu. Et pour moi, le débriefing est aussi important parce que c'est une sorte d'évaluation, auto-évaluation entre vous et avec les OTM pour pouvoir s'améliorer au match d'après. Donc, pour moi, les deux sont très importants et je voulais juste préciser ce que moi je ressentais lors d'un débriefing. C'est en aucun cas des abattages en disant t'as pas fait ça. Oui, ça l'est parce que c'est un constat. Et après, pour derrière rebondir. Voilà. Merci. Alors moi, je veux rebondir ce que dit Ludo. En tant que formateur, j'aime pas les phrases négatives. Donc quand il a dit pas bon, il faut essayer de trouver, même avec son collègue, une tournure positive. Voilà, pour que la personne puisse s'améliorer après. Ensuite, pour moi, c'est une régulation. On s'est dit des choses au briefing. Pourquoi on les a pas tenues? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a plein de facteurs pendant un match qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être le public, ça peut être les réactions des joueurs, ça peut être le déroulement du match. Et donc, ça peut affecter ce qu'on s'est dit en début de match. On disait, voilà, on va faire de la gestion, etc. etc. Et en fait, il n'y a pas du tout de gestion, il n'y a pas eu de gestion. Par contre, on n'avait pas parlé de ça, et puis on n'a pas du tout géré. Ok, ça peut nous impacter. Donc, il y a la mi-temps pour réguler, mais le débriefing sert vraiment à réguler ce qui s'est passé avec l'équipe, l'ensemble de l'équipe, mais aussi avec l'équipage. L'équipage, c'est le collègue qui était avec moi. Ça, c'est très important. On voit beaucoup d'arbitres en département qui, une fois que le match est terminé, hop, ils s'en vont directement. Non, prenez le temps de redescendre tranquillement, de faire redescendre un petit peu votre curseur émotionnel, d'aller dans les vestiaires, de passer un peu de temps avec votre collègue, avec les OTM, et ensuite, les gens ils seront passés à autre chose, et vous pourrez sortir tranquillement, apaisé, avec plein de pistes de travail, plein de choses où je dois réguler, et ça pour moi c'est très important. Antoine, tu veux intervenir? Tu as levé la main, vas-y. Juste pour rajouter, au fur et à mesure qu'on connaît mieux, faut pas hésiter à parler du match avec les acteurs parce qu'ils donnent des points de vue. Une fois, je peux prendre l'exemple, je discute avec un coach d'une équipe à la fin et il me disait qu'en fait qu'un joueur sur les écrans, il mettait le bras un peu, le coude, en fait, parce que des fois je regardais trop le ballon et je voyais pas sur l'écran mobile en fait. Et ça vous aide ça en fait à prendre comme une piste de travail et à ouvrir justement le champ de vision. Voilà. Merci Antoine. Anto, tu as terminé? Ouais, moi j'ai fini. Ok. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, on peut y répondre. Très bien. Allez-y. Là, c'est porte ouverte aux questions. Vous pouvez
Côté les questions. Ah, il y a Louise qui avait une question. En fait, Louise, elle a posé une question. Je lui ai dit que tu la poseras à la fin parce qu'on n'était plus dans le briefing. Donc là, elle va la poser. Charles, il m'a mis un gros stop. Déjà, merci beaucoup, Anthony. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, ma question, c'était sur le briefing. Est-ce que, du coup, on se répartit les tâches entre les arbitres au niveau du briefing ou bien c'est un arbitre qui gère la totalité du briefing avec les officiels de table? Je suis pas adepte du monologue du premier arbitre ou du second arbitre. Je préfère un échange. Voire même, en fait, je suis pas très adepte de. C'est juste les arbitres qui parlent et les OTM qui écoutent. Je préfère que ce soit un petit échange. C'est aussi, comme je disais, c'est le moment de faire équipe, en fait. Donc, c'est le moment de se présenter, d'apprendre à se connaître, de voir un peu qui. Si tu parles tout le temps, tu vois pas s'il y a des gens qui sont timides. Si tu as un OTM qui est timide et qui parle pas, et qui est tout renfermé sur lui-même, si jamais tu as un coach qui commence un peu à monter dans les tours ou que pour une raison ou une autre, ça devient un peu chaud, cette personne, tu sais qu'il va falloir la garder à l'œil parce que potentiellement, c'est la première qui va te lâcher ou qui va avoir un moment d'absence. Donc, faire parler tout le monde, c'est aussi une bonne chose. Ludo, tu as levé la main. Ouais, juste pour ajouter à ce que dit Anto, souvent d'ailleurs dans les évaluations, à tout niveau, on juge aussi la participation du deuxième arbitre. Donc quand on fait des évals, souvent on se dit avec l'autre arbitre, ben voilà, à tel moment, plus ou moins, je vais intervenir. Ou quand on est premier arbitre, qu'on est intelligent, on lui passe la main en disant, bon, qu'est-ce que tu peux rajouter, ou tu le laisses parler d'autre chose. Il faut vraiment que ce soit, comme dit Anto, une interaction. Et c'est même plus loin que ça, c'est jugé, voilà, c'est bien vu que ce ne soit pas la même personne qui fasse son truc, parce que dans ce cas-là, il applique que ses règles à lui. Il n'y a pas d'échange, ça ne sert à rien. Voilà, c'était juste pour préciser une petite chose. Ok, donc dans ce cas-là, il faut plutôt, si le second arbitre ou le premier arbitre n'est pas forcément enclin à faire un briefing avec les équipes, il faut lui tendre des perches, quoi. Bien sûr. Ça, par contre, pour moi, le briefing, tu peux pas commencer un match sereinement et dans de bonnes conditions si tu fais pas de briefing. Enfin, je vois pas comment. Moi, je suis pas capable de faire un match correct si je me suis pas mis d'accord avec mon collègue ou alors avec les OTM. Je sais ce qu'ils attendent. On va se regarder et puis ils vont me faire un pouce. Je vais dire pourquoi il me fait un pouce ou pourquoi il m'en fait pas parce qu'on s'est juste dit un geste de la tête va suffire ce soir. Bon, voilà. David, tu lèves la main. Ouais, je voulais juste intervenir par rapport à ce que Ludo disait. Effectivement, il a raison de le préciser. Mais depuis des années, le briefing, c'est un truc obligatoire. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup d'arbitres départementaux qui n'en font pas, ou peu, mais c'est pas la consigne que l'on donne. Et le principe du briefing, c'est effectivement tout ce qu'on vient de dire et l'importance de ce briefing, elle est indéniable. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, pourquoi il lève mon pouce ou ce pouce, etc. Donc, c'est pas facultatif le briefing. Et je préfère le redire de manière plus officielle. C'est obligatoire. Et ça reste obligatoire. Et ce, depuis des années. Donc, je ne déroge pas à cette règle qui était de Laurent et qui reste la même pour les années à futur. Donc voilà, ma petite précision. Après, moi, je vais rajouter dans vos briefings, essayez de poser des questions qui sont ouvertes, que la personne que vous avez en face de vous ne dise pas que oui ou que non. Ça permet aussi de créer des liens, de créer des échanges avec cette personne. Si vous lui dites bonjour, vous connaissez le chrono, elle va dire oui. Peut-être qu'elle ne connaît pas du tout le chrono, mais elle a peur de l'arbitre, elle a peur de cette personne qui est un peu intrusive, qui pose des questions, et donc elle va vous dire oui. Et la première arrêt de chrono, vous voyez qu'elle ne maîtrise pas du tout, qu'elle met des points à l'envers. Et donc là, il faut essayer d'aller les chercher sur les questions ouvertes. Voilà, donc à vous aussi de faire votre petite gymnastique, de créer des questions ouvertes pour que les gens ils puissent échanger avec vous. Il ne faut pas que ça soit un questionnaire. Vous savez rajouter du temps? Oui. Vous savez enlever du temps? Oui. Non. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a un oubli qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites quand vous oubliez d'arrêter le chrono? Ok, bah, elle va dire, moi, j'appuie sur cette touche et cette touche. Ok. Donc là, elle démontre un peu une maîtrise de son poste. Et c'est ça qu'on leur demande. Et si elle ne maîtrise pas, ben, c'est à vous de trouver des moyens pour l'aider.
Alors, soit peut-être le pire moyen, c'est de prendre une autre personne, mais c'est peut-être aussi, avant le début du match, regarder un peu avec elle, s'il y a quelqu'un qui connaît le chrono, l'aider, etc., etc. C'est faire progresser tout le monde, en fait. Je le vois comme ça, moi. Anthony, tu lèves la main. Non, on a perdu Anthony. C'est mieux ça, en se mi-temps. Quand on dit que le briefing est obligatoire, en fait, moi je ne l'ai pas rendu obligatoire, je me le suis juste intégré dans mon rituel d'avant-match. Je ne sais pas exactement comment chacun d'entre vous fonctionne, mais moi, pour me mettre dans mon match, je vais au gymnase, je dis bonjour, etc. J'ai identifié les personnes qui vont faire partie de mon équipe pour un rencontre. Et moi, le moment où vraiment je me dis, voilà, là mon match commence, c'est quand je suis en tenue et que je suis en train de discuter basket et que je suis en train de créer mon équipe avant ma rencontre. Là je rentre dans ma rencontre et c'est pas une contrainte pour moi, ça devient juste une espèce de pré-échauffement ou de mise en route pour le match. Ah, Louise, vas-y. Je parle beaucoup ce soir. J'avais une question qui est en rapport avec le webinaire de la semaine dernière. On a vu avec Nicolas Maestre qu'il était bon aussi de s'intéresser aux acteurs de jeu, donc en particulier les coachs. Est-ce que le contact avec les coachs, tu le fais avant ou après ce briefing? Alors ça, c'est pas obligatoire. Eux, enfin, je reprends un peu le contexte de Nico, c'est-à-dire que les coachs, ils les connaissent, ils les voient tout le temps. Euh, Ils ont des infos, ils ont des supports vidéo, c'est-à-dire sur telle situation, lui, il va plutôt réagir comme ça. Vous, c'est compliqué, parce qu'il y a moins de supports. Il n'y a pas de support en département, puisque très peu d'arbitres, voire pas du tout d'arbitres, se filment. C'est des échanges un peu informels. C'est-à-dire, mon match est mal passé, je vais peut-être en parler avec mon entourage proche, c'est-à-dire Louise, elle est dans cet entourage, qui va peut-être sur un match en discuter avec Sébastien parce qu'elle arbitrait avec Sébastien. Ouais, un tel m'a dit que lui, le coach, etc., etc. Vous n'avez rien de formalisé en fait. Le comité ne va pas vous dire tel coach, attention, etc., etc. Ça, c'est à vous, c'est votre expérience. Donc discuter avec les arbitres, c'est compliqué. Parce que je rejoins un petit peu, je rebondis sur ce que a dit Antoine tout à l'heure. J'ai discuté avec le coach après qui me dit que j'ai pas pris ça, etc., etc. Et donc là, vous devenez un peu, c'est un peu le tribunal de fin de match en disant ouais, t'as pas sifflé, t'as pas ça. Et c'est pas du tout constructif. Donc faut faire attention à ça. Les échanges avant les coachs, moi je les vois plutôt sur des rencontres de jeunes où, ok, tac, il y a peut-être ça à siffler, être un peu plus vigilant là-dessus. Mais si tu le fais avec des coachs en senior, en département, ça va être compliqué parce que un tel va vouloir que tu siffles ça parce que c'est à son avantage et l'autre veut que tu siffles ça parce que c'est à son avantage. Et toi, tu te retrouves au milieu et là, tu dis, ben ouais, mais qu'est-ce que je vais prendre si j'en avantage un, on va me dire que j'ai avantagé, etc. Donc c'est compliqué. Donc je suis pas sûr qu'à votre niveau, il faut aller vers les coachs, échanger, etc. Il faut peut-être discuter après le match. On est dans un contexte plutôt pédagogique, constructif. Mais avant le match, pour moi, c'est compliqué. Mais vraiment compliqué. Même à mon niveau en championnat de France, on ne va pas voir les coachs. Je sais pas. Pour moi, c'est impensable d'aller voir un coach et lui dire bonsoir, qu'est-ce que vous voulez que je siffle ce soir? Hop, on va voir l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je siffle? C'est compliqué, quoi. Sébastien. Faut mettre le micro, par contre. Il n'y a pas le micro, Sébastien. Non, on t'entend pas. Ah, ça, c'est les écouteurs, il faut les brancher. Là, on t'entend. Bon, c'est un problème d'écouteur alors. Oui, moi, ma question, c'était. C'est basé sur une expérience de ma première année d'arbitrage où j'étais souvent deuxième arbitre et dans la mécanique avant-match, c'est souvent le premier arbitre en fait qui a l'initiative de la mise en route du briefing et quel contrepoids on peut avoir ou comment on fait quand on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui va soit le zapper, soit, alors le bâcler, le terme est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, qui ne va pas y mettre la forme que nous on y mettrait parce que voilà, on est peut-être jeune arbitre tout frais moulu et qu'on y prête
un formaliste, et puis que voilà, enfin, moi je sais que j'aime bien les briefs Et complets, quoi. toi, il faut, Ça me mettre dans le match. Donc en tant que deuxième il faut, arbitre, comment on peut gérer ça? il faut que tu lui fasses ressentir que toi, tu as un besoin qu'on gère mieux et qu'on appréhende mieux comment va s'articuler le duo. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin qu'on parle de mécanique, de la zone 3-4. J'ai besoin qu'on parle comment on va gérer les 3 secondes pour avoir de la cohérence dans le duo, dans l'équipage. Si tu fais pas ça, à un moment donné, tu auras un déséquilibre. Et là, s'il y a un déséquilibre, à un moment, si tu as un coach qui est intelligent, hop, il va s'engouffrer dans la brèche. Et donc là, ça peut créer un conflit dans le duo. Ça peut créer un conflit dans le match. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, toi, il faut lui dire, bah ouais, mais moi c'est ma première arbitre, j'ai besoin qu'on cale un peu, que tu me donnes des repères, etc. Et si tu as besoin, ou si tu avais besoin, ou si un jeune arbitre a besoin, ok, pendant le match, il y a des moments où on peut recaler la mécanique. Dire, voilà, on a dit ça au briefing, il faut qu'on applique ça. Parce que là, on est en train de partir en cacahuète. Ok, merci. Pas de souci. Ludo, tu veux intervenir et Anthony après. Ouais, je voulais intervenir. Moi, je trouve ça excellent ce que tu as dit, Marc, Charles, parce que j'étais vraiment là-dessus. Dis-lui clairement que c'est un besoin pour toi, que tu en as besoin, et que voilà, de toute façon, c'est bénéfique pour tous les deux, mais que toi, tu ressens le besoin de par ta jeune expérience en tant qu'arbitre officiel, et voilà. Et s'il n'est pas trop bête, et en général, quand même, on ne peut pas dire qu'en Haute-Garonne, on est des arbitres comme ça, ils sont plutôt intelligents, parce qu'on les a formés, donc c'est pour ça que je pense qu'ils le sont. Et voilà, il va comprendre que pour toi, tu en as besoin. Voilà, et voilà, je rebondis juste sur ce que dit Marc, parce que j'en veux à Marc, Charles. J'ai Moi, apprécié c'est ta Charles. petite. Exactement, Charles, parce que c'est ce que je voulais dire, et je trouve que c'est tout à fait justifié. Montre-lui que toi, tu en as besoin, Sébastien, c'est important. Ok. Anto, Ouais, moi je vais appuyer ce que dit Ludo et j'irai même plus loin, on est là pour officier, on est deux collègues, on est une équipe. Il n'y a pas de t'es au-dessus, t'es en dessous de moi, je prends un arbitre, t'es deuxième arbitre, donc c'est moi qui pilote et toi tu suis. On est là ensemble pour faire la même chose, on va donner le même coup de sifflet à la fin. Et quand on arbitre, notre décision elle a autant de poids que celle du collègue. Donc moi j'irai au-delà de ça, je dirais oui, et sur le papier il est premier arbitre, mais faut pas que ça se ressente aux yeux des coachs. Faut pas, quand un duo marche bien, le coach ne sait pas qui est le premier arbitre, qui est le deuxième arbitre. Il peut éventuellement deviner, parce qu'on a tendance à mettre les plus âgés en premier arbitre et les plus jeunes en second arbitre, mais ça arrive que sur l'inverse. Et quand un duo marche très bien, on est incapable de savoir qui est premier et qui est deuxième. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Putain, il va encore parler, lui. Vas-y. Juste pour dire, c'est pas vrai. Moi, j'ai souvent été deuxième arbitre devant des petits jeunes. Ça m'est arrivé en finale, une petite de 18 ans, et moi, j'étais second arbitre. Donc, l'âge, c'est pas forcément ça. Moi, j'ai envie de dire, pour conclure, et je vais, après Charles va râler sinon. Mais voilà, le tout, c'est de se dire, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. Il y en a un qui va aider l'autre avec son expérience. Au final, dans l'administratif, si réellement il y a quelque chose à faire, là, ce premier arbitre, ben, il a des obligations, parce que ça, c'est clair. Après, le premier, deuxième, franchement, voilà, il faut se mettre dans la peau où vous avez à votre niveau besoin d'être conforté et bien dans votre tête pour arbitrer. Il y a des choses à faire que vous avez besoin. Bon, ben voilà, qu'il soit premier ou deuxième, vous intervenez et puis c'est tout. Très bien, très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si. Il y a... Aïe, vas-y. Bonjour à tous. Je suis Tu viens arrivé juste en retard. Ouais, Ah oui, ouais, vous. je suis en retard. J'étais au boulot. Je viens juste de finir. Et du coup, je sais pas du tout si j'ai loupé tout le truc parce que j'arrive et je vois les gens ils Non, rigolent. ça va, t'arrives pile poil pour la conclusion, donc c'est très bien. Ah ouais, Voilà. très Et bien. comme ça, tu pourras écouter ce que je vais dire là. Merci. Je vais remercier les gens qui étaient présents ce soir. Euh,
je vous rappelle qu'il y a d'autres webinaires. Il y en a un dimanche soir à 20h30, puisqu'on a essayé de faire un peu les webinaires tous les 5 jours, de modifier les jours pour que peut-être certaines personnes qui soient occupées puissent participer. Et voilà. Dimanche, donc ça sera le marché, le pas zéro comme thème, et c'est moi qui vais l'animer. Il y a plein de choses. C'est quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé en département, même en région. Ça commence juste en championnat de France. Donc voilà, il y a des choses. Je pense que j'aurai plein de questions, donc ça sera avec plaisir que je répondrai. Voilà, ce webinaire sera disponible. On vous l'enverra pour revisionnage. Je vais faire un petit découpage, je pense, par certains moments. Voilà. Je voulais remercier chaleureusement Anto qui a préparé. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile. Ton support était très très bien. Je pense que ça a répondu à plein de questions pour les arbitres qui étaient présents ce soir. Il est 21h28. On avait dit qu'on serait ensemble pendant 45 minutes. On a un peu dépassé, mais vous avez été très interactif, donc je vous remercie. Je ne sais pas si David ou Ludo, voire Anthony voulait dire un petit mot. Je vous laisse la parole. Je vous remercie encore une fois.